alliages, on les classe selon leur structure cristalline à la température ambiante. Donc, on a vu plus tôt dans la capsule précédente que le titane est un métal allotropique, comme le fer. Donc, il est normalement à température ambiante, en bas de 882 degrés C, le titane, il est hexagonal compact, et dépassé 882, il est cubique centré. Mais comme pour les aciers, vous savez que la température du fer pur de transformation allotropique se situe autour de 910 degrés C, mais on la modifie par l'ajout de certains éléments, en l'occurrence le carbone. Lorsqu'on le mélange au fer, il fait baisser la température de transformation allotropique. D'autres éléments le font aussi, le nickel. Le nickel fait baisser lui aussi la température de transformation allotropique. Le chrome, à l'inverse, la fait remonter. Donc, les éléments d'alliage qu'on ajoute au métal modifient leur température de transformation allotropique lorsque ces métaux-là sont allotropiques, bien entendu. Et comme c'est le cas pour le fer, c'est le cas pour le titane aussi. Donc, de sorte qu'on peut faire en sorte d'ajouter certains éléments d'alliage qui ont un effet de stabiliser le réseau cubique centré, donc, et faire en sorte que le réseau cubique centré puisse être présent dans l'alliage, même à température ambiante. Donc, ça va donner lieu à un classement selon la structure cristalline. Donc, dans les alliages de titane, les éléments d'addition exercent une influence sur la stabilité des phases, en l'occurrence, présence de phases à la fois de alpha hexagonal compact et bêta cubique centré. On distingue en général les éléments alphagènes qui ont pour effet d'augmenter la température de transformation allotropique. Donc, au départ, elle est à 882, mais il y a des éléments qui vont renforcer la stabilité de l'hexagonal compact, l'alpha, donc des éléments alphagènes. Et à l'inverse, il y a d'autres éléments qui, eux, font le contraire, qui stabilisent le réseau cubique centré et donc font baisser la température de transformation, permettent même de faire en sorte que le réseau cubique centré puisse être stable à température ambiante. Ces éléments-là, on les appelle les éléments bêtagènes. Alors, quels sont ces éléments pour chacun d'eux, pour chacun des effets? Bien, la première colonne en rouge, c'est la liste des éléments alphagènes qui stabilisent le réseau hexagonal compact. Donc, en l'occurrence, vous avez le principal qui vient en premier, qui est l'aluminium. L'aluminium stabilise le réseau hexagonal compact. Vous en avez quelques autres, le bar, qu'on trouve rarement dans le titane. Et vous avez trois autres éléments qu'on retrouve à toute fin pratique jamais dans le titane, le carbone, l'oxygène et l'azote, qui sont des impuretés généralement dans le titane. Donc, de sorte qu'en tant qu'élément d'alliage, c'est à peu près à toute fin pratique seulement l'aluminium qu'on va utiliser pour une stabilisation du réseau hexagonal compact. Les éléments bêtagènes, isomorphes, donc je vais faire tout à l'heure la distinction entre éléments bêtagènes isomorphes et éléments bêtagènes eutectoïdes, mais vous avez beaucoup d'éléments qui ont un effet sur le réseau cubique centré, donc bêta, qui sont capables d'abaisser la température de transformation allotropique. Donc, les éléments bêtagènes isomorphes, vous avez les principaux, le vanadium est le principal employé. Ensuite, il y a aussi le molybdène, le niobium et le tantal qui ont effet d'abaisser la température de transformation allotropique. Vous avez aussi des éléments bêtagènes dits eutectoïdes qui, eux aussi, stabilisent le réseau cubique centré. En l'occurrence, vous avez le silicium, le manganèse, le fer, chrome, cobalt, tungstène, cuivre. Hydrogène ici, surtout à titre d'impureté. Jamais on met d'hydrogène dans le titane parce qu'il gêne la qualité du titane. Et vous avez aussi des éléments qui n'ont aucun effet sur la stabilité ni du réseau hexagonal compact, ni du réseau cubique centré. Donc, c'est le cas de l'étain et du zirconium, par exemple. Donc, maintenant, je vais faire la distinction entre éléments. Donc, oui, avant ça, je vais vous parler, expliquer un peu mieux l'effet des éléments alphagènes. Donc, on ajoute de l'aluminium ou lorsqu'il y a présence d'oxygène, d'azote et de carbone ou de bar mélangés au titane, bien, à chaque fois, ce que ça entraîne, là, vous avez la température, vous avez la représentation sommaire d'un diagramme d'équilibre.
Et vous avez la composition en X, X étant l'un ou l'autre des éléments présentés à gauche. Donc, imaginons l'aluminium, par exemple, parce que c'est le principal, c'est celui-là qui est employé comme élément phagène dans les vrais alliages de titane. Donc, vous voyez que à l'état pur, donc lorsque X est égal à 0, donc titane pur, on a bel et bien la température de transformation allotropique qui est à 882 degrés C. Mais lorsqu'on ajoute les éléments alphagènes, bien, on voit bien que le solvus de transformation est remonté pour des températures plus élevées. Et plus la composition en éléments alphagènes est élevée, bien entendu, plus la température de transformation entropique s'élève aussi. Et entre les deux, vous avez deux solvus. Donc, vous avez le solvus en haut qui délimite finalement le bêta du alpha. Et entre les deux, vous avez une zone intermédiaire, hein. On sait que dans les diagrammes d'équilibre, une des règles de base, c'est que les frontières, les zones monophasées ne partagent jamais de frontières. Elles sont toutes toujours séparées par des frontières intermédiaires biphasées constituées des phases qu'elles séparent. Donc, c'est encore le cas ici. C'est vrai pour les aciers, c'est vrai pour les aluminiums, c'est vrai pour les alliages de titane aussi. Donc, vous avez une zone intermédiaire qui indique la présence à la fois de alpha, donc hexagonal compact, et de bêta, réseau cubique centré, qui vont, dans des conditions de température et de composition, pouvoir être capables de cohabiter ensemble dans l'alliage. Ici, ce que je vous montre maintenant, c'est l'effet des éléments, certains éléments bêtagènes, donc des éléments qui vont stabiliser le réseau cubique centré, les principaux étant le molybdène et le vanadium. Et on voit l'effet que ça procure sur la stabilité du réseau. On a l'effet inverse du cas précédent. On a encore le 882 degrés C euh, correspondant au titane pur, donc sans ajout d'éléments. Et si on ajoute des éléments bêtagènes isomorphes, bien, vous voyez l'effet que ça a sur le diagramme d'équilibre. On a une stabilisation du réseau cubique centré représenté par bêta. Donc, on voit qu'il s'agit d'ajouter suffisamment d'éléments d'alliage pour stabiliser, même à l'ambiance, le réseau bêta. Puis on peut être capable de se retrouver avec un titane uniquement constitué de grains cristallins cubiques centrés, si on ajoute suffisamment l'un ou l'autre des éléments d'alliage. Et il y a aussi des éléments bêtagènes eutectoïdes, dont l'effet va être ce que vous voyez à l'écran. Les eutectoïdes, eux, à la différence des isomorphes, c'est que les isomorphes, eux, sont capables de se dissoudre dans le titane métallique pour des compositions très importantes. Donc, la limite de solubilité des éléments, de ces éléments-là dans le titane est très grande à l'état solide. Mais les eutectoïdes, ce sont des éléments qui se dissolvent moins bien dans la matrice métallique. Et dépasser une certaine concentration, ces éléments eutectoïdes-là vont réagir avec le titane pour faire une deuxième phase solide, un composé intermétallique avec le titane. Donc, vous le voyez très bien dans le diagramme d'équilibre. Là, vous reconnaissez la configuration d'un alliage dit eutectoïde avec le point eutectoïde. Là, ça s'apparente à ce que vous êtes habitué de voir avec la zone eutectoïde pour les aciers. On a à peu près la même chose ici, sauf que bien entendu, ce n'est pas avec du carbone. C'est avec un élément d'alliage qui peut être le manganèse, le fer, le chrome, le cobalt, le tungstène, le cuivre, le silicium. Lorsqu'on ajoute l'un ou l'autre de ces éléments-là, la limite de solubilité, la solubilité elle est limitée. Si on dépasse une certaine composition, une partie de ces éléments-là va former un composé intermétallique, une deuxième phase solide. Voilà. Donc, il y a deux grandes catégories pour les alliages de titane. D'un côté, vous avez les alliages monophasés alpha. Et la deuxième grande catégorie des alliages, vous avez les alliages biphasés, c'est-à-dire des alliages dont la composition chimique va faire en sorte qu'il va y avoir à la fois la présence de grains alpha et de grains bêta. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de classer au départ les alliages de titane.
Donc, vous avez deux catégories, deux grandes familles. Soit dit en passant, les alliages monophasés bêta, ça n'existe pratiquement pas. Donc, c'est soit monophasé alpha, donc uniquement hexagonal compact, ou un mélange de cubique centré et d'hexagonal compact. Maintenant, ce que je vous présente ici, c'est le diagramme d'équilibre titane-aluminium, donc qui est relativement complexe. Vous avez la composition en aluminium en axe horizontal, la température en axe vertical, bien entendu, comme tous les diagrammes d'équilibre. Vous avez remarqué qu'il y a des zones identifiées comme étant solides bêta à plus haute température, ce qui est normal parce que j'ai déjà dit depuis un certain temps que lorsqu'on chauffe le titane, il y a transformation allotropique. On a affaire à du cubique centré. Et puis, vous retrouvez justement les phases bêta. Vous retrouvez aussi des zones de phase alpha à plus basse température, donc hexagonal compact. Euh, ce qu'on se rend compte ici, c'est que, bon, il y a quelque chose d'important à faire remarquer, là, c'est que l'aluminium, il est alphagène. Donc, il stabilise le réseau hexagonal compact. On le voit de par le solvus qui monte, là, qui fait la séparation entre alpha et bêta. Euh, donc, on voit bien qu'effectivement, plus on ajoute d'aluminium, plus la température de transformation entropique s'élève. Donc, la phase alpha est bel et bien stabilisée avec la teneur en aluminium. Ce que vous remarquez aussi, ce que je n'avais pas encore dit, c'est que lorsqu'on ajoute suffisamment d'aluminium, l'aluminium a une solubilité limite dans le titane. Et lorsqu'on dépasse cette limite de solubilité-là, tout dépendant de la température, ben, on va former un intermétallique du Ti3Al, qui, soit dit en passant, est un intermétallique qui apparaît dans certains aciers, les aciers à durcissement structural, où il y a une certaine présence de titane et d'aluminium, et c'est ce précipité-là qui va durcir, qui va participer au durcissement de l'acier, des aciers à durcissement par précipitation. Donc, c'est le même composé intermétallique, c'est un composé intermétallique extrêmement dur, qui va contribuer à la résistance à l'usure et à la résistance mécanique des alliages. Ça va être effectivement vrai dans cet alliage, pour le titane. Lorsqu'on ajoute suffisamment d'aluminium, l'aluminium va contribuer de manière importante à la résistance mécanique par la formation de ce précipité-là ou de cette tendance à ce précipité-là. Voilà. J'ai parlé d'impureté tout à l'heure, donc je vais tenter de détailler davantage l'effet de certaines impuretés sur la qualité des pièces en titane. Les principales impuretés qui gênent la qualité des pièces en titane, qui sont des ennemis pour le titane, ben, ce sont les quatre principaux éléments. Ce sont des éléments qu'on retrouve dans l'air: l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, à travers la vapeur d'eau, ou des éléments qu'on retrouve dans les réfractaires auxquels est en contact le titane lors des opérations, en l'occurrence le carbone. Ces éléments, puisqu'ils sont plus solubles dans la phase alpha que dans la phase bêta, oui, parce qu'on a vu que c'était des éléments alphagènes, donc ils ont une affinité avec le réseau hexagonal compact, donc ils se dissolvent beaucoup plus facilement dans le réseau hexagonal compact. Donc, ils ne peuvent pas être mis en solution sursaturée par trempe et n'exercent que peu d'effets durcissants. Donc, ils ne participent pas au durcissement du titane parce que leur solubilité est grande. Donc, ils ne feront pas de composés intermétalliques de molécules. Ils vont rester dissous dans le titane et ils vont fragiliser le titane grandement de cette façon-là. Donc, à cause de la formation de composés intermétalliques, donc des hydrures de titane, des carbures de titane, des oxydes de titane, les éléments vont donc réagir bien entendu avec le titane, qui a une grande affinité avec tous ces atomes-là. Donc, on va se retrouver avec des molécules très dures, pas ductiles du tout, bien entendu, qui vont fragiliser la surface des pièces en titane et avoir un effet néfaste sur leur ténacité et leur capacité de mise en forme. Donc, le titane va être beaucoup plus sensible à la fissuration lors des opérations ou en service. On tend par conséquent à limiter la présence de ces éléments-là lors des étapes d'élaboration, que ce soit des opérations de mise en forme à chaud, opérations de fonderie, soudage aussi.
Donc, à chaque fois que le titane est chauffé lors des opérations, il faut toujours éviter soit un contact du titane avec les contaminants, en l'occurrence l'air, ou encore, lorsque ce n'est pas possible, il faut prévoir des étapes de traitement de surface chimique ou mécanique pour enlever ces contaminants-là et se retrouver après avec une surface uniquement constituée de titane. Voilà. Donc, alliage monophasé alpha contiennent essentiellement des éléments alphagènes et neutres, donc hexagonal compact uniquement. Ils sont aptes au soudage. Oui, le titane se soude bien avec certains procédés, surtout avec le TIG, avec un gaz de protection argon et non l'azote. Très important de ne pas mettre de l'azote en contact avec le titane, donc ça va être dans différentes opérations de mise en forme à chaud, en soudage, on va utiliser des gaz inertes pour protéger le titane qui ne réagiront pas avec le titane. Ces alliages-là résistent bien à l'oxydation jusqu'à environ 1100 degrés C. Par contre, ils ne durcissent pas par traitement thermique. Ils sont difficiles à déformer à froid parce qu'ils sont uniquement constitués de réseaux hexagonaux compacts. Ils ne présentent pas de transition ductile fragile. Donc, contrairement aux aciers qui deviennent très fragiles en bas d'une certaine température, excusez, les alliages de titane n'ont pas de transition, ils deviennent fragiles à basse température, mais de manière plus progressive qu'avec les aciers au carbone. Ils peuvent résister au fluage jusqu'à 550 degrés C lorsqu'ils subissent un traitement de trempe et revenu qui conduit à la précipitation de composés intermétalliques dans une structure aciculaire. Donc, on peut augmenter leur résistance au fluage avec un traitement thermique. Maintenant, deuxième famille, je parle maintenant des alliages biphasés alpha-bêta qui sont les plus utilisés dans les alliages de titane. Le nombre d'alliages est plus nombreux aussi dans cette famille-là. Entre autres, vous avez l'alliage 6Al4V contenant 6% d'aluminium, 4% de vanadium. Donc, vous aurez compris que le chiffre 6, c'est le pourcentage massique. Al, bien entendu, c'est l'aluminium. Le V, c'est le symbole chimique du vanadium. Donc, c'est un peu comme ça, excusez-moi, que fonctionne le système de désignation des titanes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mentionne les deux principaux éléments d'alliage en utilisant leur symbole chimique, précédés d'un chiffre arrondi à l'unité qui exprime leur concentration massique. Donc, 6Al4V, c'est 6% d'aluminium, 4% de vanadium mélangé au titane. Il peut y avoir certains autres éléments d'alliage qui accompagnent, mais c'est les deux principaux. Le 6Al4V, ça s'avère être l'alliage de loin le plus utilisé dans tous les alliages à titane, tellement qu'il représente à lui seul 70% des alliages à titane. Donc, c'est un alliage qui a beaucoup d'applications, à, euh, qui répond à beaucoup d'utilisations, des propriétés, surtout dans l'aéronautique. Donc, c'est vraiment un alliage important dans le domaine du titane. Dans ces alliages, la phase bêta, elle est métastable, c'est-à-dire que sa stabilité est assurée par le vanadium. Non, c'est-à-dire, oui, c'est ça, le vanadium. Le vanadium, on a vu que c'est un élément bêtagène. Donc, c'est grâce au vanadium, donc 4% de vanadium, qu'il y a des grains cubiques centrés. Ces alliages-là sont employés soit à l'état recuit, soit à l'état trempé revenu, tout dépendant des caractéristiques mécaniques désirées. La transformation bêta-alpha, donc la transformation allotropique, se fait par transformation martenstique. Donc, c'est une transformation martenstique qui s'apparente à la transformation qu'on a avec les aciers lors de la trempe. Donc, on peut faire transformer bêta en alpha par un mécanisme de germination et de croissance par diffusion, comme c'est le cas pour la transformation allotropique du fer. Donc, la transformation allotropique du fer, ça se fait par germination et croissance. Donc, l'austenite se transforme progressivement en ferrite à partir de germes de ferrite.
Et au fur et à mesure que la température descend, ben, la ferrite évolue au détriment de l'austenite par croissance. Ici, c'est différent avec le titane. La transformation en martensitique, euh, c'est pas par un mécanisme de germination et de croissance et de diffusion. Donc, dans les aciers, la transformation est assurée par la diffusion du carbone. Tandis qu'ici, c'est plus une transformation qu'on appelle in situ. Donc, qui se fait à l'échelle du grain de manière instantanée. Donc, ce phénomène-là exerce une très grande influence sur les microstructures du titane et de ses alliages. Un refroidissement à l'air à partir de la zone bêta. Donc, par exemple, lorsqu'on fait chez un alliage 6Al4V un laminage à chaud ou du forgeage à chaud à haute température, on va travailler uniquement dans la zone cubique centrée bêta, parce qu'on sait que le réseau cubique centré bêta se prête mieux aux opérations de mise en forme à chaud, déchire moins. Et lorsque l'opération de mise en forme est terminée, ben, on va refroidir la pièce tranquillement à l'air. Et on va obtenir la structure que vous voyez ici à l'écran. Donc, on va obtenir des aiguilles blanches. Ça ressemble un petit peu à de la perlite dans l'acier, vous voyez là. Donc, les aiguilles blanches, correspondent aux zones alpha qui se sont apparues lors du refroidissement, donc le réseau hexagonal compact primaire, espacé par la phase bêta qui est demeurée parce que la présence de vanadium va s'assurer d'une présence à l'équilibre du réseau cubique centré à basse température. Donc, elles apparaissent en gris foncé, le réseau cubique centré ici. Donc, c'est une structure. Donc, vous voyez, remarquez la forme des aiguilles de phase alpha. C'est en forme d'aiguille. Et ça exerce une influence sur les propriétés mécaniques du titane. Si une déformation plastique à chaud est pratiquée dans la zone bêta avant le refroidissement, la structure devient équiaxe et donne une structure telle que représentée ci-dessous. Donc, en réalité, lorsque vous chauffez le titane après une coulée ou après tout simplement un traitement thermique et que vous le faites refroidir à l'air, on va obtenir une structure aciculaire. Et si le chauffage est fait dans un contexte de déformation plastique, déformation à chaud dans la zone bêta, lors du refroidissement, on obtient une autre structure que vous voyez ici à l'écran, une structure qui est équiaxe et non plus aciculaire. Donc les zones blanches sont les zones de alpha que vous voyez, mais elles ne sont plus en forme d'aiguille très fine, elles sont plus en forme arrondie. Et les zones foncées correspondent encore à un fin mélange de bêta et alpha. On obtient les meilleures propriétés mécaniques des alliages de titane alpha-bêta en effectuant une mise en solution dans le domaine biphasé, puis une trempe à l'eau et un revenu de quelques heures à une température comprise entre 500 et 700 degrés C. Donc, c'est un traitement thermique qui permet à la fois d'aller chercher des résistances mécaniques et en ayant une meilleure résistance au choc en même temps aussi. Pendant la trempe, la phase bêta se transforme en martensite. Mais oui, donc une martensite, autrement dit, les éléments d'alliage qui sont dissous dans la phase bêta, euh, ils vont participer finalement à faire une nouvelle phase. Mais elle n'est pas dure comme le serait la martensite à cause de la présence sursaturée en carbone. Donc, ce n'est pas une martensite qui est nécessairement très dure. Mais les propriétés sont améliorées lors du revenu grâce à la formation en son sein de très fines zones de phase alpha. Donc, c'est une espèce de mélange entre une trempe martensitique et un durcissement structurel. Parce que la dureté, elle n'est pas assurée par une martensite dure, elle est assurée par des très fines zones de phase alpha. La phase alpha étant hexagonale compacte, elle est plus dure que la phase cubique centrée. Donc, avec le titane, c'est le meilleur moyen d'avoir un bon compromis résistance mécanique et résistance au choc. On sait que c'est important pour les aciers, le compromis résistance mécanique, résistance au choc. On veut à la fois une pièce qui est difficile à déformer plastiquement. On ne veut pas que ça plie, mais on ne veut pas que ça casse facilement non plus comme de la céramique. Donc, avec les alliages de titane,
Ben, si on s'attend à des alliages de titane qui puissent remplacer les aciers dans beaucoup d'applications dans le futur, on va vouloir obtenir du titane les mêmes propriétés, les mêmes exigences. Donc, avec des traitements thermiques, avec un choix judicieux d'alliage, en jouant sur la forme et la proportion des phases, on peut, chez le titane, aller à la fois obtenir une grande résistance mécanique tout en garantissant une certaine résistance au choc, donc une ténacité. Ici, vous avez une métallographie d'un alliage 6Al4V, donc des zones de alpha primaire, donc hexagonales compactes, et puis des colonies, des zones lamellaires constituées d'un mélange de bêta et des lamelles de alpha secondaire. Un peu, ça s'apparente un peu comme la perlite, le fameux mélange ferrite-cémentite. Mais c'est pas, ici, on n'a pas d'intermétallique. Il peut y avoir des intermétalliques dans l'alliage, mais ils sont finement disséminés. Donc ici, c'est plus des lamelles de deux phases cristallographiques différentes métalliques, et non pas des lamelles de métal et de carbure d'intermétallique comme on peut le voir dans la perlite de l'acier. Encore ici, une structure d'un 6Al4V, probablement obtenue à partir de l'état coulé ou recuit, parce qu'on reconnaît la structure euh, en aciculaire, en aiguille. Donc, je crois qu'à ce stade-ci, je vais terminer la deuxième capsule du cours du 4 novembre. Je vais poursuivre, bien entendu, dans la capsule suivante avec les alliages de titane euh, et compléter en même temps le chapitre sur les alliages de titane avec une troisième capsule qui va suivre bientôt. Les alliages, on les classe selon leur structure cristalline à la température ambiante. Donc, on a vu